3 millions de nouveaux dossiers Epstein viennent d'être publiés, et ils révèlent une connexion que personne n'avait vu venir. Jeffrey Epstein et le Kremlin. Les nouveaux documents mentionnent Moscou plus de 10 000 fois, et Poutine plus d'1 millier de fois. Nous avons également un rapport explosif du FBI dans les documents, suggérant qu'Epstein était le gestionnaire de fortunes secrètes derrière la fortune cachée du président russe Poutine. Ce terrier de lapin devient de plus en plus profond. Alors commençons par quelques-unes des plus grandes révélations. En avril 2014, Epstein reçoit un email très inquiétant. Cet email provient du milliardaire et entrepreneur japonais Joe Otto, et il dit ceci. La réponse du président Obama à la crise ukrainienne, bien que critiquée par ses détracteurs comme lente et faible, a ravivé une chasse mondiale de 15 ans à la fortune cachée des dirigeants russes. Puis, il joint le lien de l'article. En plus de cela, l'email était marqué comme très important, très élevé, urgence élevée je suppose. Et ensuite, Epstein répond rapidement en disant « Je t'appelle. Nous ne savons pas de quoi ils ont parlé, mais cela laisse entendre quelque chose que beaucoup de gens soupçonnent depuis longtemps. » Epstein était responsable de la gestion de la richesse cachée de Vladimir Poutine. En fait, nous avons une autre preuve qui donne plus de crédibilité à cette affirmation. Un rapport du FBI de 2017 contient une affirmation tout aussi stupéfiante. Une source humaine confidentielle a déclaré au FBI que Jeffrey Epstein était le gestionnaire de fortune de Vladimir Poutine, et pas seulement de Poutine. Epstein aurait prétendument fourni des services similaires à de nombreux dirigeants mondiaux, y compris au président du Zimbabwe, Robert Mugabe, toute personne puissante qui voulait cacher, déplacer ou protéger son argent. Eh bien, Epstein était leur homme. Maintenant, je dois clarifier une chose. Ce document du FBI est ce qu'on appelle une piste brute. Ce n'est pas un renseignement vérifié. C'est une information provenant d'une source confidentielle que le FBI a jugée suffisamment crédible pour la consigner, mais pas nécessairement confirmée. Cependant, une source humaine confidentielle n'est pas juste une personne appelant une ligne d'écoute. Le FBI accorde de l'importance à ces sources, et ils ont consigné cela pour une raison. Maintenant, fait intéressant, nous avons en fait un extrait d'Epstein en train d'être interrogé, précisément à propos de ses services, sur le fait de conseiller des personnes que beaucoup considéraient comme mauvaises, et de les aider à protéger leur argent. Écoutez ceci. Votre argent est-il de l'argent sale? Si vous regardez. Répondez simplement à une question. Votre argent est-il de l'argent sale? Non, ce n'est pas le cas. En fait, Pourquoi cet argent n'est-il pas de l'argent sale? parce que je l'ai gagné. Mais tu l'as gagné, on est déjà revenu là-dessus. Avant que tu ne le gagnes, tu l'as gagné. Conseiller les pires personnes du monde, n'est-ce pas, qui font d'énormes mauvaises choses juste pour gagner plus d'argent. Alors, au lieu de me demander la question, est-ce que tu devrais prendre l'argent? Parce que je pense que c'est une question légitime. Tu penses que c'est une question légitime? Oui, en temps de guerre. Parce que j'y réfléchis, je pense qu'il le faut. L'éthique est toujours un sujet compliqué. Mais je peux te dire qu'avec l'argent que j'ai donné pour aider à essayer d'éradiquer la polio au Pakistan et en Inde, au lieu de me demander si cet argent devrait être donné à ces enfants pour des vaccins, je pense que tu devrais peut-être demander à leurs mères qui ont reçu le vaccin, qui savent que leur enfant n'attrapera pas la polio, et leur demander si Epstein aurait dû aider ces gens-là. Si on voulait te demander tes méthodes, t'es mathématicien. Nous sommes entrés dans cette clinique où ils distribuent cet argent à ces personnes qui sont dans la misère la plus totale, dans la pauvreté et la maladie. On leur a dit que l'argent venait d'un... T'es quoi, un prédateur sexuel de classe 3? Niveau 1, c'est le plus élevé et le pire. Tu étais à quel niveau? Non. Le plus bas. Je suis le plus bas, tu l'es aussi. D'accord, niveau 1, tu es le plus bas. Mais un criminel? Oui. D'où venait l'argent? Quel pourcentage de personnes estimes-tu? Je comprends que tu n'aimes pas les probabilités. Tu préfères dire « je veux juste l'argent pour mes enfants ». Tout le monde a dit « je veux l'argent pour mes enfants ». Est-ce qu'ils savaient d'où venait l'argent? Je pense que si vous leur parliez du diable, À 100%. le diable lui-même a dit « je vais échanger quelques dollars contre la vie de ton enfant Tu penses que tu es le diable lui-même? ». Non, mais j'ai un bon miroir. C'est une question sérieuse. Je suis désolé. Tu penses que tu es le diable lui-même? Je ne sais pas pourquoi tu dirais ça maintenant. Comme vous le savez, tout ce qui touche à Epstein n'est généralement pas adapté aux annonceurs sur YouTube. Alors, si possible, cliquez sur s'abonner ci-dessous. Ça nous aide simplement à lutter contre l'algorithme de YouTube qui essaie de restreindre ces vidéos. Maintenant, regardons la chaîne d'email,
parce que nous avons beaucoup d'emails concernant Epstein et le Kremlin. D'après ces nouveaux documents, il semble que la connexion d'Epstein avec la Russie commence vers 2012. Pour donner du contexte, 2012 est l'année où Poutine est revenu à la présidence. Vous voyez, de 2008 à 2012. Medvedev était techniquement le président, tandis que Poutine était Premier ministre. Beaucoup pensent que Poutine dirigeait toujours les choses en coulisses. Mais quand Poutine est revenu, il a affronté la plus grande manifestation jamais vue en Russie. Des centaines de milliers de Russes sont descendus dans la rue à Moscou et à Saint-Pétersbourg, réclamant un changement. C'est parce que ces personnes ne voulaient pas revenir à l'époque tsariste. Ils refusent qu'une seule personne dirige pendant des décennies. Ainsi, la constitution russe incluait une clause essentielle. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Devinez quoi ? Quand Medvedev était président, cette clause a été changée pour que Poutine puisse se représenter. C'est exactement pour cela que, lorsque Poutine a essayé de revenir, les gens ont protesté. C'est là qu'Epstein entre en scène. Il reçoit cet email de Boris Nikolic. Ce type est probablement ami avec Epstein, ou peut-être qu'il a travaillé pour Epstein. Parce qu'en ce moment, il est l'exécuteur testamentaire de la succession d'Epstein, donc en gros, il gère tout l'argent qu'Epstein a laissé derrière lui. Eh bien, dans cet email, il écrit « Nous devrions aller en Russie bientôt. Tu devrais rencontrer mon ami Ilya Ponomarov. Il est membre de la Douma, et lui et sa petite amie sont les principaux organisateurs du soulèvement contre Poutine. Les enjeux sont énormes. Il pourrait remplacer Poutine et devenir président lui-même tôt ou tard, s'il ne se fait pas tuer. C'est super dangereux. Tu as une idée pour les aider ? Maintenant, quoi qu'ils aient prévu, je suppose que ça n'a pas marché. Parce que Poutine a consolidé son pouvoir et a gagné l'élection, la protestation s'est éteinte. Et ce gars, Ilya, eh bien, il a dû fuir la Russie, et il n'y vit plus. Mais l'email montre qu'Epstein n'était pas seulement un observateur passif. On lui demandait d'aider à façonner la politique russe au plus haut niveau. En 2013, les ambitions d'Epstein pour la Russie étaient devenues encore plus grandes. Il ne cherchait pas seulement à influencer la politique, il voulait réinventer le système financier russe. Epstein a envoyé un email à Thorbjørn Jagland, l'ancien Premier ministre de Norvège et ancien secrétaire général du Conseil de l'Europe. Dans cet email, Epstein expose une grande vision. Faire de la Russie la capitale financière du monde, écrit-il. Lorsque Spoutnik a été annoncé, l'Occident a été pris au dépourvu. La même chose peut arriver aujourd'hui, la Russie dominant la finance plutôt que rivalisant avec l'Occident. Pour les nanotechnologies, au lieu de copier la Silicon Valley et de courir après Microsoft, Apple, Google, la Russie peut dépasser la communauté mondiale en réinventant le système financier du XXIe siècle. Comme vous le savez, j'ai aidé à créer les marchés de produits dérivés aux États-Unis dans les années 70. Maintenant, je voudrais faire une petite pause ici. C'est certainement un mensonge. Les principaux acteurs du marché new-yorkais des options affirment qu'ils ignoraient qui était Epstein à l'époque. Ils gonflaient probablement sans cesse ses références, et cela faisait sans doute partie de sa façon d'opérer. Il était simplement désespéré. Mais la question n'est pas de savoir si sa déclaration est vraie ou non. C'est qu'il se présentait comme quelqu'un capable de remodeler la finance mondiale, et qu'il proposait cela directement à des personnes ayant accès à Poutine. Ensuite, la réponse du Premier ministre de Norvège. « Salut Jeffrey, ce n'est pas facile à t'expliquer pour moi. C'est à toi de le faire. Mon rôle, c'est d'obtenir une rencontre avec Poutine. Cela signifie que nous avons un ancien chef d'État agissant comme intermédiaire d'Epstein auprès du Kremlin. C'est un monde fou, et ça devient encore plus direct. » Epstein ne parlait pas seulement de Poutine. Il communiquait au sujet d'une rencontre avec lui par plusieurs canaux. Quelques semaines plus tard, Epstein a envoyé un email à Ehud Barak, l'ancien Premier ministre et ministre de la Défense d'Israël. Il a dit à Barak d'informer Poutine qu'il serait à Moscou, et de voir si Poutine voulait un moment en privé. Ensuite, dans un email séparé, Epstein confirme que le Premier ministre de Norvège rencontrera Poutine à Sotchi le 28 mai. Solane a demandé à Epstein d'expliquer comment la Russie peut structurer des accords pour attirer les investissements occidentaux. Précise Epstein. Je ne l'ai jamais rencontré, et voulais que tu le saches. Puis, quelques jours plus tard, Epstein écrit de nouveau en disant « Poutine m'a demandé de le rencontrer à Saint-Pétersbourg, en même temps que son forum économique. J'ai dit non. S'il veut me voir, il devra garantir une vraie confidentialité immédiate. Voyons ce qui va se passer. Cela confirme un point que nous ignorions. Vous voyez, Poutine a contacté Epstein. On ne sait pas s'ils se sont rencontrés en personne, mais ils étaient en contact direct. Nous le savons grâce à cet email. Puis, dans un autre email, Epstein mentionne qu'il a appris que Poutine remanie son équipe à l'été 2013, n'amenant que des personnes de toute confiance à certaines réunions.
Plus d'informations par téléphone ou en personne. En résumé, il dit à son interlocuteur qu'il préfère rester discret. En gros, cela confirme qu'Epstein avait des renseignements sur la restructuration du cercle rapproché de Poutine, et ce n'est pas une information anodine. Les liens d'Epstein avec la Russie ne touchent pas seulement la gestion d'argent. Les dossiers révèlent aussi que la Russie finançait de nombreux partis politiques occidentaux, et Epstein était au courant de cela. Dans un email daté du 12 juillet 2018, Epstein écrit au journaliste Michael Wolff au sujet d'une réunion que Steve Bannon a eue avec des partis de droite français, y compris le mari de Marine Le Pen. Le sujet : refinancer le parti Front National en France, car, comme l'écrit Epstein, apparemment une bonne partie de leur argent vient de Russie. Ensuite, il demande aussi son propre avis. Ces types semblaient être des idiots, de purs rutaniens. Et Bannon, entouré de ses propres gardes du corps, à l'allure de voyous et de conseillers blogueurs farfelus, prospère précisément parce que le monde du populisme est tellement peu professionnel, voire burlesque. Comme le montre cet email, Epstein n'appréciait pas Bannon, mais il confirme un point clé. La Russie finançait un grand parti politique français, et Epstein en connaissait les détails. Ce n'est pas surprenant, d'une certaine manière, car nous savons déjà que la Russie finançait des partis à travers les démocraties occidentales. Il y a 2 mois, un homme politique britannique a été emprisonné pour avoir accepté des pots de vin russes, et il apparaît dans l'email d'Epstein. Se voir discuter de manière désinvolte de l'argent du Kremlin circulant dans la politique française montre à quel point il était intégré dans ces réseaux. Voici plus de détails sur l'affaire britannique. Nathan Gill n'a rien dit en arrivant pour affronter la justice à l'Old Bailey. Mais pendant son séjour en Europe en tant que député européen, Nathan Gill avait beaucoup à dire, soutenant souvent le discours russe sur l'Ukraine parce qu'il était payé pour le faire. Le gouvernement ukrainien est en train d'interdire les 2 plus grandes chaînes de télévision du pays. Est-ce que tu es avec nous ? Évêque mormon devenu politicien, Gill était un membre clé des partis UKIP et Brexit de Nigel Farage. Mais une enquête menée par la police antiterroriste a révélé que Gill était également occupé à accepter des pots de vin de la part de cet homme. Oleg Voloshin, un homme politique pro-russe en Ukraine. Le patron de Voloshin était le soi-disant prince noir Viktor Medvedchuk, alors bras droit du président Poutine en Ukraine. Les services ont rouvert cette enquête. Ils ont chargé Gill de faire des apparitions à la télévision pro-russe et des discours au Parlement européen. La police a arrêté Gill avant son vol pour la Russie et saisi son téléphone, découvrant des messages WhatsApp évoquant des cadeaux et cartes postales, un code pour de l'argent liquide. Voloshin dit à Gill qu'il a reçu tous les cadeaux de Noël promis et qu'il a demandé 5 cartes postales supplémentaires pour son aide précieuse, la semaine prochaine. Pendant le débat, il dit qu'il lui fournira des arguments à utiliser et Gill répond « Excellent ». Les procédures démocratiques appropriées sont ignorées. 4 mois avant une élection, Gill a fidèlement livré le discours de Voloshin critiquant l'Ukraine mot pour mot au Parlement européen. La police a découvert des liasses de billets chez lui, au nord du pays de Galles. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où nous montrons beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé dans la vidéo. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, 4 de nos vidéos ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones, ou même des images des lignes de front, n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de tout couvrir, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Business Basics. Nous l'avons construite à partir de 0, afin de ne pas avoir de restrictions. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nos images du front ou la destruction des bases aériennes russes. De plus, nous n'affichons pas de publicité sur le site, ce qui nous évite de nous censurer si les annonceurs désapprouvent de nos sujets. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture, et que vous souhaitez regarder nos vidéos sans censure, et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description, ou scanner le code QR affiché à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. En plus, vous soutiendrez notre chaîne, alors merci. Je m'appelle Sam, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.